bienvenue à cette séance ordinaire du 14 septembre 2021. Donc, pour commencer les choses selon les règles de l'art, j'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour l'ouverture de la séquence, s'il vous plaît. Monsieur Savard, appuyé par Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Donc, au niveau de l'ordre du jour, je veux porter un point à votre attention qui est rajouté dans les affaires nouvelles. C'est en regard du Grand McDo qui aura lieu le 22 septembre prochain. Donc, on nous demande, comme à l'accoutumée, d'autoriser cette collecte-là. En fait, la Ville n'en autorise que deux. C'est celle du Grand McDo et c'est celle de la Guignolée des médias. Donc, est-ce que ça va pour tout le monde, l'ordre du jour? Donc, Mme Rajotte, Mme Poisson, vous proposez appuyer. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Oui, excusez-moi. Alors, nous avons 4 procès-verbaux à adopter. La séance ordinaire du 17 août, comme à l'accoutumée. Il y a eu une séance extraordinaire le 31 août qui concernait je ne voulais pas que je vous le dise très exactement pour ne pas errer, qui concernait le règlement et une signature dans une cause qui était devant la Cour supérieure du Québec. Donc, suite à une entente hors cours, c'était pour adopter ce règlement et la signature de ce dossier-là. Après ça, nous avons eu une séance aussi extraordinaire le 3 septembre, qui était cette fois-ci pour adopter un avis de motion concernant le règlement sur le fameux dossier que je viens de préciter. Donc, c'est un règlement qui demandait un emprunt de 1,4 million pour une dépense équivalente suite à l'homologation du jugement rendu dans la cause précédente. Et finalement, le 7 septembre, nous avons tenu une autre séance extraordinaire, cette fois-là pour l'adoption du règlement suite à l'avis de motion qui avait été fait, pour cette fois-là adopter le règlement et pouvoir acheminer le tout au ministère des Affaires municipales. C'est ce qui constitue les 4 procès-verbaux à adopter. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Mme Rajotte, appuyée par M. Dubuc. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Rapport et dépôt concernant l'attestation de formation en éthique et déontologie des membres du Conseil. Donc, M. Mario Charette a suivi avec brio la formation. Vous êtes diplômé maintenant, M. Charette. Alors, c'est simplement un dépôt pour confirmer que vous avez bel et bien suivi la formation selon les règles de l'art. Par la suite, c'est un certificat de dépôt aussi concernant une consultation qui s'est faite concernant le règlement 701-52 qui touchait les espaces de stationnement pour les usages industriels de type IA à IF et la classe commerciale CE. Donc, c'est un ajustement que nous avons fait à notre règlement. Est-ce que vous avez reçu des... vous avez rien reçu, donc... nous allons poursuivre ce soir avec l'adoption. À 2.3, c'est le certificat qui concerne cette fois-ci le règlement 701-54 qui modifiait le plan d'implantation dans le cadre de ce qu'on appelle communément les champs PERA. Donc, est-ce que vous avez reçu rien à ce niveau-là non plus? Finalement, au point 2.4, ça concernait la dérogation mineure de 2021-0029 et la 0042, donc un qui concernait un bâtiment sur la rue principale dans le secteur ouest et l'autre qui concernait dans le parc industriel, un immeuble qui est connu sous le nom d'OVH. Est-ce que vous avez reçu des commentaires pour ça, ces deux dérogations mineures-là? Non. Donc, n'ayant rien reçu, nous allons procéder à l'adoption des deuxièmes projets. Donc, dans un premier temps, concernant le projet 701-52 qui touchait le nombre de cases de stationnement. À ce niveau-là, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît, M. Savard, appuyé par Mme Poisson. Excusez. Tout le monde est d'accord? C'est adopté.
Le suivant concernait les modifications au champ PERA. Donc, on avait déjà présenté ce projet-là. Nous sommes revenus parce qu'au niveau de la MRC, on nous demandait des spécifications, entre autres concernant la voie ferrée qui est désaffectée dans ce secteur-là. Donc, on est revenu avec un nouveau projet de règlement. Donc, vous voyez justement, c'était la zone qui est en haut. Excusez-moi, prendre le pointeur. Ça sert. Donc, cette zone-là ici qui n'était pas définie, maintenant elle est définie en zone d'habitation et de zone commerciale, en plus d'une zone récréative. Donc, pour ce faire, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. M. Dubuc, appuyé par Mme Rajat. Tout le monde est d'accord? Vous n'êtes pas d'accord, donc nous allons inscrire que Mme Poisson n'est pas d'accord avec l'adoption. « 3.3 maintenant, concernant l'adoption du règlement 2021-10, qui venait modifier le règlement 2018-16. C'est concernant les avis publics, donc on se simplifie un petit peu. L'avis vont être affichés sur, déjà on ne le faisait plus dans les différents médias, mais on les affichait encore ici à l'Hôtel de Ville. Dorénavant, ils vont être disponibles uniquement sur Internet parce qu'on s'est aperçu que les gens ne venaient pas consulter sur place ici. Et juste vous dire que pendant la pandémie, mais ça faisait en sorte qu'on tapissait notre porte d'entrée et qu'on ne voyait plus non plus à l'extérieur. C'était pas intéressant ni pour les gens qui pouvaient avoir à venir ici. Donc, dorénavant, ce sera uniquement sur Internet et j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour ce faire. Monsieur Charette, appuyé par Madame Rajat. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Le règlement 2021-11, maintenant, ça concerne l'occupation et l'entretien des bâtiments. Donc, dans un premier temps, c'est un règlement qui a été poussé par le gouvernement, que les villes, justement, se doivent d'adopter à ce niveau-là. Ça concerne, justement, toute l'enveloppe extérieure des bâtiments dans un premier temps. Donc, suite à l'avis de motion, c'est pour adopter le règlement. Ce soir, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Poisson, appuyée par M. Dubuc. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. L'option du règlement 2021-12, maintenant, concernant l'implantation du centre de petite enfance sur la rue des Bouleaux. Donc, déjà qu'on a signé une amphithéose, le projet avance bien. Il y a eu une présentation qui a été faite aux résidents riverains. Donc, ce soir, c'est pour que notre règlement soit conforme pour l'implantation du centre de la petite enfance à cet endroit-là. Chose qui est souhaitée depuis fort longtemps. Donc, on parle d'un endroit qui aura minimalement 68 nouvelles places. Et j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour ce faire. Madame Poisson, appuyée par M. Charette. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. L'adoption maintenant du règlement pénal général 2021-13. En fait, on avait un règlement pour lequel il y avait eu plusieurs amendements, donc on l'a tout simplement rafraîchi. C'était le règlement 2005-007. Donc, le nouveau règlement est à peu de choses près celui de l'ancien, sauf qu'il y a eu des concordances qui ont été effectuées et une clause qu'on a dû retirer parce qu'elle était maintenant illégale dans un sens, c'est qu'on ne peut pas interdire l'utilisation des freins jactables sur aucun territoire. C'est un dispositif qui est considéré comme un système de sécurité sur les véhicules. La seule chose qu'on peut demander, c'est que ce soit utilisé avec modération, mais notre règlement stipulait clairement qu'on l'interdisait, ce qui était illégal par rapport au code de sécurité routière. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur, M. Savard, appuyé par Mme Rajat. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Donc, maintenant, ça aussi, ça fait suite à une demande du gouvernement afin de régulariser les flux de trésorerie au niveau des élections. C'est de faire une provision année après année pour être capable, lorsqu'on tient les élections, d'avoir déjà des fonds accumulés. C'est quand même un fonds là, qu'on parle de 160 000 $. Donc, évidemment, l'année d'élection, ça vient créer de grosses variations au niveau budgétaire. Donc, afin de régulariser la façon de le provisionner,
Donc, il y aura 40 000 par année qui sera provisionné pour être capable de tenir les élections. Donc, au moment des élections, il y aura une réserve déjà de 160 000 qui sera faite pour pouvoir tenir les élections. On a un proposeur d'un appuyeur, Mme Poisson, Mme Marajotte. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. La même chose au niveau de, cette fois-ci, concernant la vidange des boues des étangs aérés. Donc, c'est des opérations que nous avons à effectuer à certaines fréquences. Donc, c'est quand même des coûts qui sont assez onéreux, là. On veut réserver une enveloppe de 100 000 mais je vous dis, la dernière fois qu'on les a vidangés, ça a été quand même une dépense de tout près de 150 000 mais au moins, on pourra avoir un fonds au moment où ce sera l'année où on devra le faire. Donc, c'est sur 5 ans où on fera une prévision de 20 000 pour ce faire. Je vais donner un proposeur d'un appuyant, M. Savard, appuyé par M. Dubuc. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Point 5, maintenant, ça concerne l'autorisation d'une main levée. C'est dans le parc industriel. Donc, à toutes les fois qu'on vend des terrains, il y a toujours une réserve qui est faite pour s'assurer que ces terrains-là ne fassent pas l'objet de spéculation et que ce soit vraiment des installations qui se fassent. Donc, dans le cas présent, c'est Pont-Maçon qui a installé son usine de charpente de toit et de poutrelles. Donc, les travaux sont faits, tout est complété. Donc, c'est pour que la Ville puisse signer la main levée concernant cette clause qui était au contrat de vente. J'ai besoin d'un proposeur, M. Savard, appuyé par Mme Marajotte. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Autorisation de signature maintenant sur une entente municipale concernant l'installation d'une antenne de télécommunication pour le service d'incendie de la ville de Saint-Étienne-de-Beauharnois. Donc, nous, déjà, on a modernisé nos systèmes de radiocommunication. Saint-Étienne vient de le faire, mais pour pouvoir être en communication avec tout le monde, ils se doivent d'installer une nouvelle antenne. Donc, c'est sur le château d'eau que ça va être installé et c'est avec un coût de location de 600 par année, mais la ville de Saint-Étienne-de-Beauharnois devant assumer l'ensemble des coûts d'installation et de retrait éventuellement s'il y a lieu. Donc, c'est pour autoriser le maire et la greffière à pouvoir signer l'entente intermunicipale en autant que j'ai un proposeur et un appuyeur. M. Charette, M. Dubuc, tout le monde est d'accord? C'est adopté. Mise à jour maintenant concernant la résolution 2020-07-229. On avait déjà annoncé que Hydro-Québec se devait de faire, dans le cadre de la sécurité des digues, l'inspection des conduites d'amener d'eau qui sont prises à même le barrage en amont. Donc, nous avions déjà eu un estimé qui était de l'ordre d'environ 388 000 $. Juste spécifié que dans ce dossier-là, Hydro-Québec assume l'ensemble de la mobilisation des équipements pour ce faire, ainsi que les 120 premiers mètres de conduite qui sont à la charge d'Hydro-Québec, mais le restant étant à la charge de la Ville si on souhaitait le faire, ce que nous souhaitons. Vous savez, au printemps, nous avons eu un bris sur notre conduite d'amener. Donc, on veut connaître l'ensemble des conditions de notre conduite ainsi que celles qui alimentent l'industrie OVH et Clartec. Donc, suite aux soumissions, c'est une dépense de 431 000 $. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Mme Poisson, puis par M. Dubuc. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Et maintenant, j'arrive au point de motion de félicitations. Et pour ce faire, vous allez me permettre de vous raconter la petite histoire derrière ça. Donc, à tous les ans, normalement, il y a une remise de médailles suite à des mises en candidature qui se font auprès du lieutenant-gouverneur de la province. Donc, l'an passé, j'avais sollicité le conseil savoir s'il y avait des noms à suggérer. Et j'ai pris à ma charge 3 noms, donc qui sont ceux de M. André Charlevoix, de M. Robert Billette et de Mme Janine Lefebvre. Donc, Mme Lefebvre, c'était un peu médiatisé, mais je tiens à faire la lecture de la présentation qui a été faite pour le lieutenant-gouverneur
Et malheureusement, à cause de la COVID, les gens n'ont pas pu recevoir leur médaille directement du lieutenant-gouverneur. Ils l'ont reçu par la poste. C'est un peu déplorable. Et la cérémonie n'a pas été reprise. Mais pour avoir déjà assisté à cette cérémonie-là, je peux vous dire que c'est une très belle cérémonie et je trouvais ça dommage que ces gens-là, qui ont travaillé très fort pour la communauté et qui ont reçu cet honneur-là, ne soient pas connus dans la communauté. Donc, je vais me permettre, et là, je vais dans l'ordre, je m'excuse, Mme Lafayette, vous n'étiez pas prête. Aucun problème. Normalement, je commence toujours par les dames, je m'excuse, c'est ce que ma mère a essayé de me montrer, mais là, je suis l'ordre du jour. Donc, dans le cas de M. André Charlebois, nous soumettons respectueusement la candidature de M. André Charlebois. M. Charlebois a fait ses études primaires et secondaires à Beauharnois. Il a fait sa technique de loisirs et de sport au Cégep du Vieux-Montréal et son baccalauréat en enseignement d'éducation physique au niveau primaire et secondaire à l'Université du Québec à Montréal. Fort de ses connaissances académiques, il entreprend une carrière dans le milieu de l'enseignement à titre de professeur en éducation physique. Il s'implique activement à l'extérieur de sa profession en animant des journées pédagogiques en éducation physique sur une longue période. Il représente la commission scolaire à la table des éducateurs physiques, devient responsable des journées pédagogiques montérégiennes et administrateur du conseil d'administration sport étudiant Richelieu-Montérégie. M. Charlebois est une personne très près de l'hyperactivité, ce qui le tracasse, c'est l'oisiveté dans laquelle nos jeunes sont plongés depuis, entre autres, l'avènement des consoles de jeux. Pour lui, il faut trouver des incitatifs pour les amener à bouger. En 1990, il crée les mini-baskets au sein de la vallée des Tisserands, où les jeunes de niveau primaire sont initiés au basketball et qui les amène à des compétitions amicales entre écoles tout au long du calendrier scolaire. Près de 30 ans plus tard, l'activité existe toujours. Pour André, ça ne prend pas grand-chose pour animer les jeunes et il lance le programme Corde à danser. Débuté modestement au sein d'une première école, il termine l'année avec 1500 cordes à danser en action quotidiennement sur tout le territoire. Demandez-vous sur qui M. Lavoie s'est calqué pour faire ses activités. De 2000 à 2005, il combine enseignement et direction d'école. Pour ralentir ses activités, il se consacre à la suppléance jusqu'en 2010 où sonne l'heure de la retraite et il s'établit à Rimouski. Malgré la distance, les idées ne manquent pas, ni son implication pour l'activité physique dans son milieu. C'est pourquoi qu'en 2013, il s'investit cette fois dans le domaine du cyclisme en créant le Grand Prix de Sainte-Martine et le Critérium optimiste de Beauharnois, des événements repris annuellement depuis, sauf COVID, évidemment. Pour assurer la relève, il crée en 2016 Équipe Vélo Patriote 1838, un organisme membre de la Fédération québécoise des sports cyclistes voué à l'organisation d'événements cyclistes et au développement d'activités d'initiation de cyclisme pour les jeunes. Équipe Vélo Patriote 1838 veut innover par la mise en place de programmes de vélo scolaire, par le développement de partenariats entre les villes, les écoles et autres organismes, par l'amélioration et l'augmentation du matériel et des infrastructures cyclistes. Parmi les réalisations de l'organisme, notons dès 2016 l'achat de vélos de type BMX pour les activités de 5e et 6e année du primaire, suivi d'un festival estival qui, en 2019, a attiré plus de 330 participants. Depuis 2018, le projet a pris de l'expansion en initiant au vélo les élèves de maternelle et de première année de Sainte-Martine. Et comme si ce n'était pas assez pour M. Charlebois, une nouvelle activité vient s'ajouter à son palmarès en 2018, la course des éclusiers. Pour donner un sens fantastique à l'événement, la circulation de la route 132 est déviée entre la route 236 et Laurent-Sainte-Marie, laissant un parcours routier de 5 km, passant sous la voie maritime du Saint-Laurent et évidemment devant notre centrale hydroélectrique, et ce, pour la mise à la disposition des coureurs. D'autres projets devraient voir le jour en 2020, donc vous comprendrez que c'est l'année passée qu'on a écrit ça. Les réalisations de M. Charlebois ont fait l'objet de plusieurs mentions. En 2001, l'École Saint-Paul était finaliste provinciale au titre de celle ayant le plus contribué au développement des activités physiques. En 2003, Méritas régional de la Montérégie de la Fédération des éducatrices et éducateurs physiques enseignants du Québec. En 2009, reconnaissance pour sa contribution au conseil d'administration du sport étudiant Richelieu. Et en 2017, reconnaissance de la ville de Beauharnois pour l'organisation du Critérium cycliste optimiste.
André Charlebois est une personne, excusez, ça c'est un peu le résumé qui se voulait pour la petite nomination. Donc, M. Charlebois, toutes nos félicitations. Et je vous inviterai tantôt à présenter votre médaille et faire une petite photo souvenir. Juste une petite mise au point. On a reçu un appel téléphonique du gouvernement fédéral. Du lieutenant. Lieutenant. Ah! Oui, M. Doyen. Ah bien. Vous n'êtes pas des stoups, ben l'avez pas dit. Alors, tant mieux s'il a pu entrer en communication avec vous. Je suis bien heureux. Vous avez manqué, comme je vous dis, c'est une très belle cérémonie et j'espère que nous aurons l'opportunité de pouvoir mettre d'autres personnes en nomination. Donc, si vous me permettez, membre du Conseil, je ferai l'avis de motion à l'égard de M. Charlebois. Merci beaucoup. Alors maintenant, c'est juste un tu avais une motion, tu besoin d'un appui? Avec motion unanime. C'est adopté. Oui, à moins que quelqu'un s'y oppose. C'est marqué. Ah, OK, bon. Alors, c'est appuyé à l'unanimité. Alors, la personne suivante, Mme Janine Lefebvre. Dans le cas de Mme Lefebvre, je remercie François, son conjoint, qui a travaillé très fort sur le texte aussi. Donc, je n'en suis pas le seul auteur. On a travaillé un peu ensemble à ce niveau-là. Et il a fait beaucoup de recherches. Donc, alors, dans le cas de Mme Lefebvre, c'est un honneur pour la ville de Beauharnois de recommander vivement la candidature de Mme Janine Lefebvre. Originaire de Beauharnois, Mme Lefebvre y a fondé en 2007 comme bénévole la Maison des enfants Marie-Rose, un organisme dont la mission est d'offrir aux enfants de 3 à 12 ans et leurs parents un milieu de vie protégeant le tissu social par la prévention, la valorisation, l'implication, le développement et l'intervention sociale. Nous allons présenter la Maison des enfants Emmanuel Ellis, œuvre phare dans le parcours de la candidate, résumer son parcours de vie et conclure avec les caractéristiques qui font de Mme Lefebvre une femme exceptionnelle dont la contribution à la société québécoise mérite d'être reconnue. Fondée sur des valeurs d'action communautaire engagées, la Maison des enfants offre quotidiennement sur l'heure du dîner et après l'école un milieu de vie aux enfants grâce à un impressionnant éventail d'activités, initiation à diverses formes d'art, création d'œuvres originales, développement des talents artistiques, aide aux devoirs, dîner santé, activités intergénérationnelles, etc., etc. S'y ajoutent des journées pédagogiques et des camps d'été artistiques. Grâce à sa capacité à reconnaître un artiste à chaque enfant, Mme Lefebvre a mené au fil des années plusieurs productions enfantines. Un recueil de poésie, un livre de contes intergénérationnel, Raconte-moi Beauharnois, et le CD Cœur d'enfant, présentant des chansons composées par les enfants, accompagnées de musiciens et des spectacles biannuels où les parents éveillés découvrent les talents de leurs enfants. Par la rencontre entre des enfants, des artistes, des intervenants, des bénévoles, ainsi que plusieurs personnes nouvellement immigrantes, la Maison des enfants a réussi à créer un milieu de vie célébrant le respect de la différence et le goût des arts. Si les Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie ont appuyé depuis le tout début le projet éducatif et artistique de la Maison des enfants en finançant les salaires des professeurs qualifiés, que ce soit en musique, en poésie, en danse, en théâtre, en art visuel, en cinéma, en cuisine, en écologie, en jardinage, en arts martiaux, etc., c'est grâce aux efforts de Mme Lefebvre que l'organisme a connu un tel essor. Inlassablement, avec une équipe de bénévoles, elle a organisé des spectacles bénéfices et levées de fonds, acquis la reconnaissance des instances locales et régionales, obtenu des financements gouvernementaux et qualitatifs. D'ailleurs, elle continue. L'œuvre de Mme Lefebvre est ancrée dans la communauté. Moult personnes et organismes, dont le parrain de l'organisme, l'artiste Armand Vaillancourt, soutiennent la Maison des enfants, aujourd'hui victime de son succès, et elle est dans les locaux du Club Optimiste. Donc, vous comprendrez qu'encore une fois, l'an passé, la Maison des enfants dans le manoir Ellis n'était pas chose faite. Par ailleurs, Mme Lefebvre a fait depuis 2007 la promotion de la restauration de l'ancien manoir Ellis, adressant la Maison des enfants, construit en 1852 et inoccupé depuis 1970, afin de doter Beauharnois d'un véritable lieu de culture.
plans fournis gracieusement par l'architecte Pierre Dignard prévoient des locaux pour agrandir la maison des enfants, des salles de spectacle et d'exposition et un bistrot-café d'économie sociale. D'ailleurs, il y a un 5 à 7 qui est organisé très prochainement. Je vous invite, tu me gardes ici. Vous pouvez peut-être y répondre aujourd'hui. Alors, Mme Lefebvre a fêté, c'est l'an passé, mais quand même, c'est 70 ans, donc c'est rendu une septuagénaire, en recevant des reconnaissances inespérées. Grâce à son leadership et après près de 12 ans de mobilisation déterminée, la restauration du manoir a enfin débuté et prochainement s'en sera l'inauguration, et ce depuis octobre 2019. La Maison des enfants a acquis de la ville de Boismont une amphithéâtre de 50 ans et recueilli les fonds nécessaires à la rénovation majeure d'un lieu où se déploiera une programmation culturelle, en plus d'accueillir la Maison des enfants, bien sûr. Bientôt, dans une ville où il n'existait aucun tel lieu, le manoir Ellis fera rayonner la culture et l'art enfantin, et ce grâce au dévouement inégalé de Mme Lefebvre. Titulaire d'un brevet d'enseignement, d'un bac en pédagogie et enseignement de l'expression dramatique, d'une maîtrise art de l'Université de Montréal et d'un doctorat en études théâtrales de la Sorbonne de Paris, Mme Lefebvre fut successivement conseillère et rédactrice au ministère de l'Éducation, formatrice en perfectionnement en art dramatique et service aux enseignants, chargée de cours et superviseur de stage en enseignement préscolaire et primaire à l'Université de Montréal et professeur en intervention en loisirs au Cégep Saint-Laurent. Femme d'exception, là je recommence encore une fois, excusez si j'avais mis les risques, mais vous êtes une femme d'exception, Mme Lefebvre, c'est reconnu par toute la communauté et je ne peux que vous en féliciter. Alors, encore une fois, je vais vous demander le privilège de pouvoir faire la motion appuyée unanimement par tous et toutes. Oui, Et j'en suis plus que convaincu. Alors, Mme Lefebvre, toutes nos félicitations, encore une fois. Et pour le dessert, j'ai M. Robert Billette, souvent appelé Bob. Alors, la ville de Boismont vous soumet respectueusement la candidature de Robert Billette. Robert Billette a fait carrière dans le milieu de l'éducation. Tout d'abord, enseignant multidisciplinaire, et il termine sa profession d'enseignant en histoire, sa passion. Un nouveau défi l'attendait avant la retraite. Cependant, celui de la direction de l'école secondaire des Patriotes où il excelle. Un nouveau défi l'attendait avant la retraite, cependant. Celui de la direction de l'école secondaire des Patriotes de Boismont, où il excelle pendant de nombreuses années. C'est ça qui arrive, on ne se respecte pas à virgule. Évidemment, l'oisiveté n'est pas pour lui non plus. Sa chancelière, son bon ami Denis Cardinal, curé de la paroisse, l'approche pour devenir marié. M. Billette refuse, trouvant trop de rapprochement vers l'administration. Devant ce refus, le curé ne lâcha pas prise et lui propose la responsabilité du cimetière en contrepartie. Le salaire est fort alléchant, soit celui de bénévole. Dans sa gestion des terrains et d'entretien du site, M. Billette aime bien son nouveau milieu de travail. Du tracteur à pelouse où il fait minutieusement le tour de chacune des pierres tombales, ses premiers amours viennent le chercher, s'assurer de la transmission de l'histoire à travers les noms des connaissances qu'il revoit inscrits sur les monuments. De là vient l'idée de faire un répertoire d'histoire de tous ceux et celles qui y reposent depuis toutes ces années. Mais comment allait-il s'y prendre? Bien sûr, les registres de la paroisse sont en ordre, mais sur le terrain, c'est autre chose. Comme c'est souvent le cas, la localisation sur le terrain est faite dans un petit calepin noir, et quand il est plein, on en commence un autre sans s'assurer de conserver le premier. Et dire que l'histoire du cimetière remonte à plus de 100 ans donne une bonne idée de la tâche colossale qui attendait M. Billette. Mais pour lui, il ne s'agit pas uniquement de recenser les noms, il faut aussi cartographier les fosses autour de chacun des monuments. Bien organisé comme il l'a toujours été, M. Billette est à la fine pointe de la technologie. Il découvre le logiciel Epsilia pour y consigner toutes les informations. Suivre les relevés terrain, les prises de photos de chaque monument et évidemment les noms associés à chacun d'eux. Après plusieurs années de travail acharné, un registre complet des sépultures est créé. Autour de ce registre vient à ce jour plus de 3000 lots répertoriés pour une possibilité de plus de 30 000 personnes à y être enterrées.
Avec la modification du Code civil de la notion de concession en perpétuité de lots de cimetière par une limitation à 100 ans, il faut maintenant retrouver les ayants droit des lots pour les renouveler le terme. Encore une fois, M. Billette est mis à contribution, fort des données recueillies au cours des dernières années. À ce jour, plus de la moitié des baux ont été renouvelés et le travail bénévole de M. Billette se poursuit. Finalement, M. Billette veut démystifier ce lieu spécial qu'est un cimetière ou encore celui d'une église. C'est pourquoi, à chaque année, depuis qu'il a quitté le milieu scolaire, il accompagne les étudiants du secondaire 3 et 4 à une visite des lieux. Il leur raconte avec passion l'histoire des gens célèbres qui y sont enterrés, leur fait découvrir la richesse architecturale et culturelle du lieu de culte pour terminer le tout dans les catacombes de l'église. Bien que le milieu de travail puisse paraître déprimant, M. Billette est un bon vieux-père qui aime bien rire, et toutes les anecdotes qu'il accroche à chacun de ces passages historiques qu'il raconte font oublier la tristesse d'avoir perdu un être cher. Merci, M. Billette. Donc, encore une fois, je vais vous demander le privilège de faire la motion appuyée unanimement par vous toutes et tous. Oui. Alors, toutes nos félicitations, M. Billette. Je tiens à souligner qu'il y avait une 4e candidature qui avait été soumise. Malheureusement, ils ne remettent pas la médaille à titre posthume. C'était M. Ronald Belchamber qui avait créé le Beau-Ventois, qui avait été quelqu'un de très impliqué lors de la fête du 75e anniversaire de Belleville et de la paroisse. Malheureusement, Ronald est décédé avant et il n'a pas pu recevoir la médaille, mais j'avais quand même travaillé à soumettre sa candidature. Il y a aussi une autre personne que je connais bien dans mon entourage qui s'est mérité cette médaille-là il y a quelques années, c'est Mme Cécile Blouin-Veilleux, donc qui s'est mérité cet honneur-là aussi en 2018, si ma mémoire est bonne. Alors, félicitations à vous trois. Je vous invite à justement pouvoir présenter votre médaille aux gens de l'audience et surtout à la caméra et qu'on puisse aussi faire une photo, faire une photo avec vous, qu'on puisse immortaliser le tout dans notre BBI. Avec masque ou sans masque? Tant qu'à moi, vous êtes tous vaccinés, vous pouvez retirer le masque pour la photo. On va quand même garder notre mètre de distance. On est tous vaccinés. Étant donné qu'il y a quand même 2 mètres parmi nous. Trois. Oui, c'est vrai, 3. Ben oui. C'est même docteur. Oui, non, mais c'est ça, c'est encore plus grand. Donc, Karen, c'est moi qui faisais la photo. Alors, vous voyez les médailles qui sont remises par le lieutenant-gouverneur. Il y a aussi un certificat qui accompagne le tout. Donc, félicitations à vous trois. C'est chaudement mérité. Merci d'avoir pensé. Ça prend plaisir. Donc, à défaut de cérémonie, au moins vous aurez eu une séance publique. Merci beaucoup. Félicitations. Monsieur le maire, Oui. vous m'avez dit cette semaine qu'il n'y avait pas de chèque accompagné ça. Vous m'avez dit ça. Je le réitère. Ben, en échange, je peux avoir un léger droit de parole. Je vais être bref. C'est ceux qui connaissent bien André Charlebois, être bref, c'est au cours des 2 prochaines heures. Donc, oui, André, je sais ce privilège-là, mais je vais te demander brièvement, s'il vous plaît. Oui, je vais être bref. Ben, félicitations à mes 2 collègues. Et là, j'aimerais dire que l'œuvre de Mme Lefebvre, c'était long. Hein? Vous avez mis beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup de persévérance. C'est ça quand on fait des projets. Pour réussir des projets, ça prend des partenaires. Vous l'avez bien exprimé tantôt, le mini-basket, ça existe. Parce que quand on réussit à mettre quelque chose en place, je n'étais pas tout seul quand je l'ai mis en place, là, mais on peut dire que j'étais le moteur, mais ça prend des partenaires. Puis là-dessus, on peut dire que la ville de Beauharnois, à ma grande surprise dans le temps, je l'avoue, j'avais fait affaire avec M. Lafleur, c'est quoi son vrai nom? Luc Lafleur. Luc Lafleur, il avait accepté d'emblée la présentation que j'avais faite, que nous, on organise tout, puis eux autres, ils nous donnent un coup de main pour payer les entraîneurs. Mais c'est un partenaire qui était important, parce que ce petit salaire-là qu'on a donné aux entraîneurs, c'est ça qui a fait que dans les écoles, ça ne pétait pas partout.
que l'entraîneur ne s'absentait pas, puis là, la directrice avait appelé, dit, qu'est-ce qui se passe? Ça l'a épargné beaucoup de choses. Donc, le partenariat, c'est la base de la réussite. Quand je suis allé à Rimouski, moi là, j'avais comme fini ma carrière, c'est par amitié que je suis tombé dans le vélo. Bon, ben là, je me suis dit, à Sainte-Martine, contrairement à ce que vous avez évoqué tantôt, la course existait déjà. On a créé Bois. Puis à Sainte-Martine, les organisateurs avaient l'habitude d'avoir là des gens qui, comment on dit ça, des joueurs de hockey, que le dernier match, qui sont éliminés, leur valise est déjà faite, puis le lendemain, ils sont dans l'avion. À Sainte-Martine aussi, les organisateurs avaient des mercenaires aussi d'or, il faudrait peut-être qu'on s'implique. Puis de fil en aiguille, on a créé l'équipe de lutte à partir de 1838 pour redonner à la communauté. Et encore là, les partenariats sont encore importants. Puis à Sainte-Martine, j'ai eu beaucoup de sport. Puis à Bois-Arnois, pour la course des Clusiers, puis pour le critérium optimiste de Bois-Arnois, on a aussi beaucoup d'aide. Là, de fil en aiguille, mon passé d'éducateur physique m'a rattrapé, puis on a décidé à travers les activités de BMX, il y avait un problème majeur. Les enfants ne savaient pas aller à vélo. Beaucoup d'enfants, il y a beaucoup d'absence à chacune des activités qu'on faisait. C'est de là qu'est venu le projet Un vélo sourire. À Sainte-Martine, ça fait 5 ans qu'il existe. À Bois-Arnois, ça fait 5 ans que j'attends. Mais là, j'ai eu une directrice, Lynn Ballard, qui a mis ce nom-là, et une éducatrice physique, Véronique Gendron. Donc, parce que dans travers tout projet, il y a du monde qui s'implique. Puis là, je vais faire une parenthèse, parce qu'il faut que je dise que le mini-basket, depuis une quinzaine d'années, la pomme ne tombe pas trop loin de là. Isabelle Piette est très impliquée là-dedans, okay? Avec Claudia et maintenant Charles Ledoux. Bref, là, à Bois-Arnois, on va finalement partir un vélo sourire. C'est quoi un vélo sourire? C'est simple. C'est que entre 3 ans et la deuxième année, pourquoi 3 ans? Parce que j'ai convaincu Gaëtane Lessard, la directrice de CPE, d'embarquer. On veut que les enfants aient la capacité d'aller sur un vélo et bouger. Vous savez, quand on parle de vélo, on parle des casques. Ah, il faut leur protéger la tête. Mais là, je trouve qu'on s'énerve pour rien parce qu'ils ont bien plus de danger d'attraper le diabète, une crise cardiaque. Ils n'ont pas de tonus musculaire, les jeunes d'aujourd'hui, comparativement à avant. Donc, il faut trouver les moyens de les faire bouger. Bon. Donc, un vélo sourire, c'est un projet qui va commencer. La première phase, je l'ai dit, c'est de 3 ans à 7 ans jusqu'en deuxième année. Ça, c'est la phase la plus importante. Et c'est un projet assez unique. Actuellement, on a déjà 25 000 d'investis. Et il va en manquer, à mon avis, pour ça rentre jusqu'en 6e année, 75 000 $. Donc, mais ça va se passer durant les cours d'éducation physique. Ça, c'est universel. Donc, on touche à 95% des enfants de Bois-Arnois, à part des anglophones, ceux de Mont-Saint-Étienne, puis ceux qui vont à l'école à la maison, peut-être. Donc, là, j'en profite de cette tribune, parce qu'il y a les 3 candidats ici à la mairie. Est-ce que vous avez des rumeurs sur un 4e, monsieur le maire? Non? Ah, OK. Donc, parce que si vous l'avez, je vous informerai, j'ai eu le plaisir de rencontrer les autres candidats. Donc, c'est un projet important parce qu'il va faire bouger tout le monde. Là, je me suis donné 2 ans pour me rendre à cet objectif-là, parce que là, mon petit hamster, vous commence à être là. Donc, je parle à vous tous ici, il y a sûrement quelqu'un de vous autres qui va être à la tête de la ville, mais je pense que c'est un projet qui va, quand je dis que ça va toucher 95% des jeunes, plus on s'occupe des enfants jeunes, plus ça a de l'impact sur la famille. Donc, merci de m'avoir accordé cette parole-là. Que je peux prendre le terrain. Et juste une petite chose, le bois à verre. Moi, je suis venu au monde ici, là. La couleur de l'eau, là, de Rivière-Saint-Louis, qui changeait de couleur après 2 heures, j'ai vu ça. Ma mère échappée, essuyer sa corde à linge parce qu'elle était pleine d'essuie, j'ai vu ça. Ou être en maudit parce que son linge était sale, j'ai vu ça aussi. Donc, Axial et l'autre compagnie qui appartient à M. Ginois, je pense qu'il faut tout prendre les moyens pour leur dire que ça, là, moralement, ça nous appartient, ce bois-là. Puis qu'on doit faire plus que ce qui a été fait à date. Parce que si on veut que les enfants bougent, parce que le projet de vélo, dans le fond, c'est trouver un autre moyen pour permettre aux éducateurs physiques de leur donner le goût de bouger. Mais donc, le bois à verre, pour mon étape 3, là, il est important. Puis,
si ça plaît ou pas, mais je vais casser les oreilles à tout le monde avec ça. Merci beaucoup. Ben, c'est pour ça que depuis 4 ans qu'on est en communication avec Westlake, qui sont les propriétaires d'Axial, pour que justement on puisse avoir un bail à long terme avec eux pour être capable justement de pouvoir profiter de ce bois-là et qu'ils contribuent aussi à sa revalorisation. La mission à ville d'Otterdam, la partie qui portait sur Copenhague, là, ce qui m'a frappé vraiment quand j'ai regardé, c'est que c'est beau, c'est correct que vous le pouviez. Mais là, il faut s'organiser pour impliquer les citoyens. Et les citoyens disent, on la veut, tous ceux qui vont marcher là, tous ceux qui vont faire du ski de fond, là, c'est ces gens-là qu'il faut qu'ils se manifestent. Puis je pense que ça prend un OSBL. Exemple comme à Saint-Adèle, ça s'appelle le PASA, Glenel, Saint-Adèle. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on fasse pour vraiment que ce projet-là fonctionne et qu'on puisse investir dans tout ce territoire. Merci beaucoup. Merci. Vous aviez un mot à nous dire aussi. Très court. Ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, je continue parce qu'on va probablement avoir une terrasse multigénérationnelle, proche du manoir, dans notre petit café qui se termine là, de ces jours-ci. Et il y a Patrimoine Canada est venu visiter le manoir et ils ont dit dans tout le Canada, vous êtes le seul projet muséal, parce que c'est pas un musée, là, mais le seul projet patrimonial qui inclut les enfants. Le seul dans tout le Canada. Puis on dit c'est pour ça qu'on vous donne le plein montant, qui est de 500 000 $. Et comme a dit mon collègue avec Isabelle Lédaille, on ne fait rien seul. Donc, on était une trentaine quand même qui a travaillé à ce projet pour les enfants qu'on a à cœur. Merci beaucoup et je tiens encore une fois à souligner votre ténacité dans ce projet-là parce que vous avez eu des hauts et des bas, et des fois plus de bas que de hauts, mais là vous êtes vraiment rendu en haut avec la réalisation du manoir et tout ce qui s'en est fait. Et pour avoir fait une très très courte visite, juste dans une petite partie, c'est un lieu qui va être à développer et tantôt on aura une bonne nouvelle pour votre terrasse au niveau de l'intégration et l'implantation architecturale où ça va être autorisé effectivement. Merci. Bien. Avec mon ami André Charlevoix, Il ne reste plus rien. Non, ben, effectivement, c'est un long travail, mais j'ai travaillé beaucoup avec Mme Christiane Hébert et Mme Lise Julien. Les deux étaient, eux, plus au bureau, moi j'étais plus sur le terrain, mais aussi avec les bénévoles. J'ai beaucoup de bénévoles parce que entretenir le cimetière, ça prend des heures et des heures. Mais bon, c'est mon ami, c'est ça. Mon ancien aumônier, quand j'étais au Collège Saint-Viateur, le curé cardinal, qui m'a juste dit ceci. Qu'est-ce que tu fais à la retraite? Bon, ben, viens au presbytère, j'ai quelque chose à te proposer. Pas vrai que tu vas rester à la maison à rien faire. Voilà. Et ça fait depuis que je suis à la retraite en 2011 que je m'occupe du cimetière. Fait qu'on essaie de rendre cet endroit qui est, moi, le plus magique parce que j'ai toutes sortes de célébrations au cimetière. La semaine passée, il y avait une petite fille qui est venue souper devant la pierre tombale de son grand-père. Et là, je la regarde, puis c'est un monsieur que je connais, M. Gilbert Martineau, qui demeurait à Melocheville. Et je regarde la petite fille, j'ai dit, ton grand-papa, je l'ai très bien connu, c'était un monsieur qui venait de Kings et Falls. Comme ma belle-mère venait de Kings et Falls, je connais cet endroit-là. C'est un endroit comme ça maintenant, le cimetière. Parce que quand on était petit, on ne se faisait pas le derrière pour sortir du cimetière. C'était interdit. Alors que là, les garderies passent. J'en ai 4-5 petites garderies des jardins d'enfance. Voilà. C'est mon bénévolat et mon curé que j'ai vu hier, il me donne des tomates pour que je lui fasse du ketchup. Il a 84 ans, il est encore très ans. Merci beaucoup de cet honneur que vous avez eu. Merci. Effectivement, c'est le fun de rejoindre ta passion concernant l'histoire parce qu'effectivement, quand tu fais le tour des pierres tombales, tu peux relater beaucoup d'histoires de Boismont, comme la presse du 150e le fait, comme
On a plein d'endroits comme ça qu'on veut justement remettre en valeur, mais celle-là est particulièrement importante tant qu'à moi parce que dans un premier temps, elle touche tout le monde. Ben, merci beaucoup pour votre beau travail, tous les trois. Félicitations. J'espère que nous en aurons d'autres récipiendaires de cette reconnaissance-là du lieutenant-gouverneur. Ils n'ont pas fait cette année, ils n'ont pas demandé de mise en candidature, mais j'espère bien que post-pandémie, nous pourrons reprendre ça. Je pense que c'est une très belle façon de reconnaître l'implication de nos citoyennes et citoyens. Félicitations encore là. Et si je vous voulez quitter, ben, je vous ai invité pour le début de l'Assemblée, puis je vous ai fait taper un petit bout, mais si vous voulez quitter, ne vous gênez point. Alors, on poursuit avec cette fois-ci l'embauche d'un mécanicien temporaire. C'est qu'on a un des employés qui a fait une affectation, ce que nous allons voir à la résolution suivante. Mais dans un premier temps, c'est pour confirmer l'embauche d'un mécanicien temporaire qui est M. Zachary Lamarche pour faire le remplacement. Donc, besoin d'un proposeur, d'un appuyeur, s'il vous plaît. M. Savard, M. Dubuc, tout le monde est d'accord? C'est adopté. Donc, nomination d'un manœuvre, cette fois-là, justement, l'employé qui a pris un poste, c'est l'ancien mécanicien, donc M. Jeff Ouellet, qui s'en va à titre de manœuvre. Donc, c'est pour confirmer l'affectation de M. Ouellet, proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Mme Poisson, Mme Rajotte, tout le monde est d'accord? C'est adopté. Ratification, maintenant, c'est sur une lettre d'entente. Donc, à l'intérieur de la convention collective, il y a la lettre d'entente qui régit les opérateurs de l'usine de filtration des eaux, de l'usine d'épuration, n'était pas basée en fonction de la légalité des employés temporaires qui ne sont pas sur les mêmes cadres de travail. Donc, au niveau des journées fériées, ça faisait en sorte qu'il y avait un décalage dans le paiement. C'est pour... il y a une lettre d'entente qui est intervenue entre le syndicat et la ville et c'est pour ratifier la signature de la lettre d'entente qui vient régulariser cette situation. On a besoin d'un proposeur ou d'un appuyeur. M. Dubuc, appuyé par Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Liste des comptes à payer. On a eu un gros mois d'août, 3 445 000. Donc, vous avez eu la liste des comptes, l'opportunité de poser les questions que vous aviez à poser. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour que nous puissions procéder au paiement des 10 comptes. Mme Poisson, appuyée par M. Dubuc. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Donc, comme à tous les mois, dépôt de l'état des sommaires des revenus des dépenses des différents fonds. 7.3, donc on a entamé depuis un certain temps déjà le processus pour les gens qui n'ont pas payé leurs taxes. Donc c'est pour pouvoir mandater lorsque la vente sera faite, de pouvoir autoriser la trésorière adjointe, Mme Mercedes Lucier-Pérépanier, ou en son absence, Mme Caroline Leduc, à enrichir pour et au nom de la ville de Beauharnois. Besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ce faire. Mme Rajotte, appuyée par M. Dubuc. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. 7.4 maintenant, ça, vous l'avez vu à l'Assemblée du mois d'août. Donc, on a dû affecter le montant de la subvention COVID. On a dû l'affecter au fonds de la municipalité directement. Donc, c'est pour annuler la résolution où on faisait une affectation de l'excédent non utilisé de 2020 de la subvention. Donc, on vient régulariser le tout simplement compte tenu de la résolution qui avait déjà été adoptée. Un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. M. Dubuc, appuyé par Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. On y va maintenant avec les ordres de changement au niveau de l'usine d'épuration des eaux. Donc, dans un premier temps, il a fallu modifier. Donc, dans un premier temps, on avait déjà autorisé un budget de 75 000 $ pour pouvoir compenser les frais COVID que devait assumer
l'entrepreneur. Donc, compte tenu qu'au moment de l'octroi du contrat, on n'a pas pu mettre ça évidemment dans l'appel d'offres. Donc, dans un premier temps, on avait produit une enveloppe de 75 000 et on a besoin d'une enveloppe supplémentaire de 29 719 pour finir de compenser les mesures COVID, justement, qui ont été requises suite à ça. Et vous aviez le décompte, là, les 10 décomptes là, qui étaient requis pour confirmer que ces dépenses-là avaient bel et bien eu lieu. Besoin d'un proposeur, d'un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Savard, appuyé par Mme Raja. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Oui. Ah, vous êtes contre? OK. Ça fait l'engagement initial. Donc, 7.6 maintenant, c'est concernant notre entente avec la SAAQ. Donc, étant donné que nous sommes le concessionnaire de la SAAQ, ils ont révisé la tarification qui est octroyée pour différents actes à titre de mandataire. Donc, c'est pour autoriser Mme Vanessa Trevillou, notre trésorière par intérim, à signer l'entente avec la SAAQ. Un proposeur, d'un appuyeur pour ce faire, M. Savard, M. Dubuc, tout le monde est d'accord? C'est adopté. Après ça, dans les prolongations de contrats, donc il y a 3 contrats que nous avions des années d'option. Donc le premier concerne la captation vidéo qui est faite comme aujourd'hui. C'est par la société Volet Communication. Donc l'année optionnelle, c'est au montant de 6 650 $. Donc c'est pour pouvoir proroger le contrat pour une année supplémentaire. J'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour ce faire. M. Dubuc, appuyé par Mme Poisson. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Ensuite, c'est concernant l'inspection des bornes d'incendie. Là aussi, c'est un programme qu'on a commencé depuis quelques années pour s'assurer que nos bornes d'incendie soient conformes. Et il y a aussi à l'intérieur de cette enveloppe-là un certain montant qui est consacré aux réparations. Donc, c'est un montant de 14 164 et 80 pour l'année 2022. Donc, nous avons besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Mme Rajotte, appuyée par M. Charette. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Les 2 prochains concernent l'écocentre. Donc, dans un premier temps, c'est pour le traitement de la matière qui est déposée à l'écocentre. Donc, c'est un montant de 210 044 et 70. Donc, la proposition qui vous est faite, c'est de proroger le contrat pour l'option 2 pour l'année 2022. M. Savard, appuyé par Mme Poisson. Tout le monde est d'accord? Et évidemment, il faut ramasser ces matières-là dans des conteneurs. Donc, c'est pour proroger le contrat avec le projet ENE, qui est celui qui nous fournit les conteneurs. C'est au montant de 166 704 $. Un proposeur et un appuyeur. M. Dubuc, appuyé par M. Charette. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Prolongation maintenant sur la conception et l'impression pour le Beauharnois vous informe. Donc, pour l'année 2022, c'est un montant de 47 460 $. Donc, vous avez besoin d'un proposeur et un appuyeur. M. Savard, appuyé par Mme Rajotte. Vous étiez tous les deux en même temps. Alors, tout le monde est d'accord? C'est adopté. Et finalement, c'est sur les inspections de nos conduites d'égout. Donc, ça aussi, c'est un programme qu'on a commencé depuis 3 ans pour être capable de faire l'ensemble de notre réseau d'égouts inspecté par caméra, de relever les anomalies qui peuvent survenir à l'intérieur de nos conduites pour s'assurer qu'ils soient en bon état. Donc, ça fait déjà 3 ans qu'on fait ces travaux-là et c'est pour pouvoir continuer. Pour l'année 2022, c'est au montant de 78 923 $. Le proposeur, M. Dubuc, appuyé par Mme Poisson. Tout le monde est d'accord? C'est adopté.
Ratification de contrat maintenant sur un gré à gré concernant les afficheurs de vitesse. Donc, vous avez vu apparaître un peu partout sur le territoire et vous allez en voir apparaître d'autres. Donc, c'est 12 afficheurs de vitesse qui ont été achetés pour sensibiliser les gens aux vitesses qui roulent. C'est un montant de 45 900 avant taxe, soit 3 825 par afficheur. Donc, ils vont y en avoir dans les 6 districts qui vont être installés au cours des prochains jours. Et on va aussi au niveau de, je prends celui particulièrement sur le boulevard Cadieux. Donc, lorsqu'on va avoir le logiciel, on va pouvoir aussi programmer en fonction des plages horaires qui sont données pour la limitation de vitesse, c'est-à-dire de 30 km/h pendant les heures d'école et de 40 km/h à l'extérieur de ça, ainsi que les périodes de l'année. 50, oui, c'est vrai, c'est Cadieux. C'est vrai. Et 50 en dehors des heures, oui, merci. Et oui, fait important d'ailleurs, il y aura une publication médiatique qui va être faite à ce niveau-là, au niveau de la MRC, parce que la MRC a obtenu une subvention pour défrayer 50% des coûts d'achat de ces équipements-là. C'est une subvention qui revenait, mais pour lesquelles justement on n'avait pas nécessairement les fonds nécessaires. C'est pour ça que cette année on a mis un peu le paquet pour rattraper ce qu'on n'a pas pu faire dans les années précédentes. Donc il y a 12 afficheurs qui vont être affichés et avec une subvention de l'ordre de 50%. J'ai-tu demandé de pourquoi? Pas encore. Bon, alors, c'est ça, pour de trop parler. Donc, M. Savard, Mme Rajat, tout le monde est d'accord? C'est adopté. Octobre contrat maintenant pour 18 enregistreurs de débordement de dernière génération. Donc, nos stations de pompage, depuis qu'elles sont à niveau, évidemment, débordent beaucoup moins. Mais il y a encore, lorsque des pluies diluviennes, évidemment, la capacité du réseau est mise à rude épreuve, donc il faut absolument à ce moment-là qu'on soit capable de faire les rapports exacts au ministère de l'Environnement et des changements climatiques. Donc, c'est pour les 18 capteurs en question, un montant de 36 150 $. Un proposeur d'un appuyeur. Madame Poisson, oui, il me semble que vous avez vu appuyé par Madame Rajat, tout le monde est d'accord? C'est adopté. Résolution maintenant concernant les concordances de différents prêts. Et là, j'ai oublié ma liste pour vous dire exactement de tous les règlements d'emprunt qu'il s'agit. C'est 7 règlements d'emprunt. Donc, c'est un montant total de 6 291 000. Donc, c'est du refinancement qui touche différents projets qui ont été réalisés un peu partout sur le territoire, que ce soit des réfections de conduite ou de nouvelles installations. Donc, c'est dans un premier temps pour que nous puissions faire les remboursements au prêteur actuel qui est la Caisse populaire des Jardins Beauharnois et à la résolution suivante, parce que c'est le ministère le Conseil du Trésor, c'est-à-dire qui voit à faire les soumissions pour le renouvellement de ces emprunts-là. Donc, c'est sorti aujourd'hui, on le verra au règlement suivant. Donc, dans un premier temps, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. On peut se rembourser. M. Savard, Mme Poisson, tout le monde est d'accord? C'est adopté. Ensuite de ça, aujourd'hui avait lieu l'ouverture des fameuses soumissions. Si je lis bien, c'est la Banque de Montréal qui a obtenu ça. C'est ça, Vanessa, parce que j'ai pas eu le temps de lire la résolution, ça a sorti là, sur l'après-midi. C'est BMO, donc c'est ça, Banque de Montréal. Donc c'est BMO qui a obtenu le meilleur financement pour le renouvellement de cet emprunt de 6 291 000 au taux de 0,5% à 1,2% de donc, un taux variable de 0,5 à 1,2, ce qui est un excellent taux dans les conditions actuelles et nous en sommes bien contents. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Mme Rajat, appuyé par M. Savard. Tout le monde est d'accord? C'est adopté.
Annulation de la résolution 2021-05 et ratification pour une nouvelle entente concernant les régates de Beauharnois qui auront lieu la fin de semaine prochaine. Donc, les régates de Beauharnois avaient lieu, n'avaient plus lieu, avaient lieu, n'avaient plus lieu et finalement vont avoir lieu. La fin de semaine prochaine, si vous passez dans le secteur du parc routier, vous allez voir que les installations sont en train de se faire cette semaine. Donc, évidemment, le tout dans le respect des consignes sanitaires avec le passeport vaccinal qui sera exigé et avec des bulles fermées à ce niveau-là. Donc, c'est pour autoriser M. Luc Lessard-Paquette ainsi que moi-même à signer l'entente, le nouveau protocole avec les régates de Valleyfield. M. Savard, appuyé par Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Octroi de subvention baseball mineur, comme à chaque année, donc c'est 15 $ qui est fourni par joueur inscrit de la ville de Beauharnois à cette activité. Donc, nous avions 58 joueurs cette année, donc c'est un montant total de 870 $ et j'ai besoin d'un proposeur, un appuyeur, M. Savard, M. Dubuc. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Autorisation de signature maintenant, contrat de location pour l'Arena, donc le restaurant qui avait été fermé. Il y a eu une petite période avec des machines distributrices. On a réussi à trouver quelqu'un pour reprendre le restaurant. C'est le restaurant chez Mickey qui va reprendre l'installation et qui va louer les équipements qui sont sur place pour un montant mensuel de 500 $. Et c'est pour une période de 7 mois à compter du 1er octobre prochain. Proposeur d'un appuyeur, s'il vous plaît. M. Dubuc, appuyé par Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Il en est de même maintenant pour ce qu'on appelle communément le Pro Shop. Donc, c'est un projet pilote qui va se dérouler cette fois-ci sur 6 mois. Donc, c'est par Hockey Suprématie qui accepte de prendre la relève au montant de 250 $ par mois. Pour pouvoir signer l'entente par M. Gravel et Maître Leco pour cette location. Besoin de proposeur, M. Savard, appuyé par Mme Poisson. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Modification de contrat maintenant concernant, comme à tous les mois de ce temps-là, donc concernant notre usine d'épuration des eaux. Donc, suite aux différents aménagements, il a fallu revoir certains aménagements intérieurs, donc les architectes ont été mis à contribution. C'est une facture supplémentaire de 1 500 $ avant taxe qui a été demandée par les architectes pour pouvoir faire les mises à niveau qui ont été demandées dans le projet. On a un proposeur, M. Savard, appuyé par M. Charette. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Le changement suivant, c'est concernant l'ajout de plaques d'étanchéité concernant un bassin où il y a des écumes qui ressortent de là, donc pour limiter les odeurs et rendre le tout plus sécuritaire, c'est un montant de 1 812 $ qui est requis pour être capable d'installer les dites plaques. Je vais un proposeur, M. Savard, appuyé par M. Dubuc. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Finalement, la suivante concerne le centre de conduite des moteurs et la relocalisation du chauffe-eau et du compresseur. Donc, suite à tout le réaménagement intérieur qui a été requis par le changement de ces panneaux-là. Donc, c'est un montant supplémentaire de 13 000 $ qui est demandé pour cet ordre de changement-là. Proposeur, M. Savard, M. Dubuc, tout le monde est d'accord? C'est adopté. On arrive maintenant aux dérogations mineures. Donc, la première concerne le 259 rue principale. Et ça concernait l'installation de cabanons en marge avant, donc en cours avant. Et suite à l'étude du CCU, la recommandation qui nous est faite, c'est de refuser la demande de dérogation mineure concernant l'édifice du 259 rue principale. Proposé par M. Savard, appuyé par Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? On accepte le
Dérogation mineure suivante concerne chez OVH. Donc, chez OVH, ils doivent installer de nouveaux bâtiments. Et dans le cas présent, la dérogation mineure concerne la pente du toit. Donc, à cause des autres contraintes de bâtiment, ils ne peuvent pas respecter une pente de 4,12. Donc, ce sera une pente de 3,12. Mais évidemment, la structure du bâtiment va être conçue en fonction de ces nouvelles pentes-là. Donc, on a une recommandation d'accepter la dérogation mineure à ce niveau-là. Monsieur Savard, appuyé par Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Ensuite, c'est une demande d'approbation d'un plan d'aménagement architectural de 640 rue Ellis. Donc, c'est à côté du manoir des enfants Marie-Rose. Donc, vous avez l'esquisse de ce qui est proposé. Donc, ça va être aménagé à côté du bâtiment. Et ils ont hâte qu'on approuve ça parce qu'il y a une demande de subvention qui est pendante pour laquelle Mme Lefebvre a beaucoup d'espérance encore une fois. Donc, je vais vous demander d'avoir un proposeur, un appuyeur. Madame Poisson, Mme Rajotte, tout le monde est d'accord? C'est adopté. Ensuite, ça concerne toujours le bâtiment de OVH. Donc, le bâtiment pour lequel nous avons autorisé une dérogation. Donc, ils ont soumis maintenant les revêtements, les élévations requises à ce niveau-là. Et ce qui nous est recommandé, c'est d'approuver la recommandation des matériaux qui serviront pour le bâtiment. Donc, nous avons besoin de proposant, M. Savard, M. Dubuc. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Point 11 maintenant, le service d'incendie de la ville de Valleyfield veut créer un centre de formation et d'entraînement régional pour les pompiers. Donc, de plus en plus pour aider justement aux pratiques de pompiers. C'est des endroits qui sont montés pour favoriser la formation des gens. Donc, ça existe à quelques endroits au Québec actuellement et la ville de Salaberry de Valleyfield veut être un promoteur de ce genre de projet. Donc, c'est simplement une demande d'appui qui est demandée. Donc, vous aurez besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Monsieur Savard, appuyé par Mme Poisson. Tout le monde est d'accord? Nous allons appuyer la ville de Valleyfield. 11.2, 11.3, ce sont des modifications aux ententes d'entraide intermunicipales, donc la partie à l'extrémité ouest de notre territoire, la caserne de Salaberry-Valleyfield qui est située juste à côté de l'aréna de Saint-Timothée, sont en meilleure posture pour pouvoir intervenir rapidement. Donc, c'est ce qu'on appelle une demande d'entraide spécifique à ce niveau-là. Donc, c'est pour autoriser le maire de la Gratière à signer l'entente spécifique à ce niveau-là d'entraide pour les interventions rapides. Donc, proposé par Mme Poisson, appuyé par M. Dubuc. On est d'accord? C'est adopté. À 11.3, bien évidemment, il fallait modifier maintenant notre entente multicaserne, toujours avec la ville de Salaberry-Valleyfield, compte tenu de ce qui précédait. Donc, encore une fois, c'est d'autoriser le maire et la Gratière à signer la petite entente. Je besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. M. Dubuc, appuyé par Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Donc, en affaires nouvelles, dans un premier, affaires nouvelles, excusez, donc le 22 septembre prochain, c'est le Grand McDon qui a lieu à travers tout le Québec. Donc, comme je mentionnais d'entrée de jeu, il y a uniquement deux fois dans l'année où on autorise de tels barrages routiers. Donc, c'est pour le McDon et la grande guignolée des médias. Donc, c'est pour appuyer la tenue du barrage routier qui se tiendra à l'intersection de la rue Gratien-Veilleux et du boulevard Cadieux. Donc, de 7h à 19h, mercredi prochain, le 22 septembre. Je vous donne un proposeur d'un appuyeur. Mme Rajotte, appuyé par M. Dubuc. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Nous en sommes aux communications du Conseil. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses à exprimer? Oui, allez-y, Mme Rajotte.
Tout d'abord, je voudrais remercier 2 activités qui s'est passées cet été, qui ont été des succès. Ça a été l'activité des kayaks avec M. Luc Monpetit. Et ceci va durer pour 5 ans parce qu'on a signé 5 ans avec M. Monpetit. Et puis ensuite, nos commerçants qui ont participé à la vente de trottoirs, donc ça a été un succès. Tout le monde était heureux, même si ça a été fait à la dernière minute. Les gens ont apprécié beaucoup. Alors, merci pour nos commerçants et merci à M. Luc Monpetit. Merci beaucoup. Il y a d'autres communications? Oui, moi, je voudrais revenir sur le point 3.2, sur le. En fait, c'est le 3.1, la modification, le 4.1, pardon. La modification de notre règlement relatif aux publications des avis publics. Je ne suis pas opposée à ce règlement, mais je suis très sensible à l'effet que tout le monde n'a pas accès à Internet aussi. Puis je souhaiterais qu'on fasse un effort pour que l'information soit disponible, oui, bien sûr, par Internet, mais il faut aussi mettre à profit d'autres moyens pour qu'il y ait une information qui circule de manière équitable, parce que c'est les règlements de zonage qui passent à travers ces avis publics-là, et puis ça a de grandes conséquences sur notre communauté. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Savard. Bonsoir à vous tous. Première remarque, la subvention de 951 000 qui était donnée en 2020, que nous autres on a eu, c'était pour le budget 2020 en raison de 1, pas d'augmentation de taxes, et de 2 aussi pour les organismes. Aider les organismes au travers de la municipalité. Donc, il y a eu un vote qui a été pris pour remettre ça en 2021. Le gouvernement a envoyé une lettre, le ministère des Affaires municipales avait fait qu'il y avait une obligation de le mettre dans l'année fiscale 2020. C'est ça que je vais vous dire. Dans le même temps, je voudrais vous féliciter, M. Villette, M. Charlebois et Mme Lefebvre. Félicitations à vous tous. Merci. Merci. Pendant la période de question je vais compléter sur ce que M. Savard vient de mentionner, parce que non seulement il a fallu effectivement que ce soit mis en 2020, mais il a fallu que ce soit affecté à la dette que la Ville avait, donc à travers ce qu'on appelle les surplus affectés. Je vais vous répondre par-dessus ça, M. le maire. Je ne vous demande pas de répondre, je vous dis juste que je ne fais que compléter l'information. Et d'ailleurs, nous allons vous présenter le rapport tel qui avait été demandé sur l'utilisation. En fait, ce ne sera pas sur l'utilisation des fonds parce qu'on a dû les mettre ailleurs par obligation, mais on va quand même vous donner un aperçu des frais COVID qui ont été engendrés en 2019 et 2020 à ce niveau-là. On va vous faire la présentation dans quelques minutes. 2020, excusez, 2019, 2021. Alors, est-ce qu'il y a d'autres communications des membres du Conseil? Donc, juste vous rappeler les activités. Donc, le 24 septembre, le vernissage de Lynn Desrochers qui aura lieu à la bibliothèque de 10h à 11h. Donc, Lynn est une artiste de chez nous qui a quand même réalisé plusieurs œuvres. Elle faisait partie, entre autres, du projet des voisines, donc les 4 personnes, Sainte-Martine, Mercier, Saint-Isidore et Beauharnois, qui ont échangé leurs œuvres à travers les 4 municipalités. Donc, il y a le vernissage de ces œuvres le 24 septembre à la bibliothèque, le 25 dans les activités peinture à numéro collectif au Parc Sauvé de 11h à 16h et la visite guidée du manoir Élis de 13h à 15h, donc une activité pour la maison des enfants. Et finalement, le 26, dévoilement de l'œuvre de Louise Page au Parc des Pins. Donc, si vous avez suivi les différentes séances, c'est un projet que Mme Page a initié et pour laquelle la Ville a contribué.
Et finalement, encore une fois, des visites guidées du manoir le 26 septembre, encore une fois, de 13h à 15h. Donc, on va y aller avec la présentation de ce qui s'est passé au niveau de la COVID, de l'ensemble des dépenses qui ont été engagées à ce niveau-là, à tous les niveaux. Donc, malheureusement, moi, juste parce que là, je n'ai pas la bonne page d'écran, il faut juste aller la chercher. Donc, dans le cadre de la COVID, donc, je vous ai dit l'affectation du 951 402 $ qui a été reçu du gouvernement a dû être affecté différemment de ce que c'était. Vous dire qu'il y avait une enveloppe de 800 millions qui était destinée aux municipalités à ce niveau-là, et c'était suite à une entente entre le Canada-Québec, dans notre départ fondant. Et la répartition se faisait en fonction du poids démographique et l'ampleur des impacts de la pandémie. Donc, il y a un premier versement qui se faisait en décembre 2020 et le deuxième en mars 2021, mais il fallait comptabiliser l'ensemble du montant en 2020. Et les objectifs, c'était pour pallier aux baisses de revenus, couvrir les dépenses découlant directement de la pandémie, et ça visait principalement les budgets de fonctionnement des villes. Donc, ce que ça nous a amené au niveau de nos revenus. Donc, nous avons eu un manque à gagner au niveau des revenus, malgré que les dépenses ont continué d'être du même ordre, de 163 000 $, donc au niveau de l'ARENA. Donc, évidemment, toutes les locations qui ont dû être abrogées. Donc, on parle de 114 000 $ au niveau des loyers de patinoire. Au niveau des différentes salles qui sont louées sur l'ensemble du territoire de la ville, qui sont les propriétés de la ville, on parle de 12 431 $. 32 500 $ au niveau des camps de jour, donc parce qu'il a fallu évidemment réduire le nombre d'enfants que nous étions capables d'accueillir, mais il fallait avoir la même quantité de moniteurs et ça a créé des coûts supplémentaires. Et au niveau de la bibliothèque, il y a eu un manque à gagner de l'ordre de 3 674 $. Au niveau des dépenses supplémentaires maintenant, on en a eu pour 1 029 000, on va l'arrondir, donc pour 1 029 000 de dépenses supplémentaires qui sont réparties comme suit. Donc, au niveau des produits sanitaires supplémentaires que ça a demandé, donc pratiquement 10 000 $. Au niveau de l'informatique, donc les différents ajustements qui ont dû être requis pour aller en télétravail, donc de 13 500 $. Au niveau des ordures, donc on a eu des capacités supplémentaires qui ont été ramassées. Tout le monde a fait le ménage du cabanon, 26 500. Le chantier de l'usine d'épuration, donc ce qu'on a voté ce soir, donc c'est un total de 110 000 $. Au niveau des différents aménagements que nous avons dû faire, que ce soit à l'hôtel de ville, que ce soit à l'intérieur de nos véhicules ou autres, 10 600 $. Au niveau de l'éco-centre, un surplus de dépenses de l'ordre de 16 000 $. La Régie Beauchâteau, qui elle aussi a été pénalisée dans ses revenus, donc de 52 800 $. Et le retard à l'usine d'épuration, parce que vous vous souvenez que la construction a été arrêtée à un moment donné et il y avait des délais qu'on devait respecter en fonction du ministère de l'Environnement. Donc, ces retards-là nous ont occasionné des déboursés supplémentaires de l'ordre de tout près de 800 000 $. Donc, c'est un total, justement, de l'ensemble de ces dépenses-là d'1 029 000 $. Donc, au niveau des salaires maintenant, donc on a voulu garder nos employés en disponibilité. Au début de la pandémie, il y a certaines tâches qui étaient moins requises, donc on a maintenu nos employés disponibles. Donc, certains rentraient travailler sur des périodes, on avait modulé les horaires. Mais pour réussir à maintenir 60 % de prestations de salaire à l'ensemble de nos employés pendant les 20 semaines qui ont été les plus durement touchées, on parle d'une dépense de 348 440 $. Au niveau après ça, il y a eu plusieurs campagnes de promotion qui se sont faites, donc que ce soit à travers ce qu'on appelait le CLD, qui est devenu Accès Entreprise.
donc au sein de la MRC, donc les axes de développement économique afin d'acheter québécois. Donc, c'est plusieurs campagnes qui ont été mises de l'avant là, par nos organismes qui étaient mandatés pour ça. D'ailleurs, il y en a une qui se roule actuellement, qui est la promo resto. Donc, vous pouvez économiser 20% sur vos factures de resto en achetant des coupons qui sont disponibles à la Chambre de commerce et pour lesquels nous incitons nos restaurateurs à les accepter. Donc, pour le restaurateur, ça se fait à coût nul, mais pour les citoyens, ce qu'on veut pour la période d'automne, justement, compte tenu de l'académie un peu touristique, c'est de pouvoir continuer d'encourager nos restaurateurs. Et c'est la campagne de promotion qui a été mise de l'avant avec l'aide de la SADC du Suroît et d'Accès Entreprise et de Desjardins. Donc, voilà ce qui en est au niveau de l'ensemble des dépenses là, liées à la COVID. Ça se veut un résumé, on n'y a pas été de façon hyper exhaustive parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres choses qui se sont greffées à ces dépenses-là, mais ce sont les principales là, qu'on a été capable de considérer. Est-ce qu'il y avait des choses à rajouter, Vanessa? Oui, c'est ça. Oui, est-ce qu'on va pas recevoir ce résumé-là parce qu'il n'est pas du tout sur CSP? Il voulait d'autres choses. Ben. Ah non, excuse, non, c'est vrai, il était juste en OK, oui, c'est la présentation, excuse, c'est la présentation PowerPoint. Oui. On va en savoir tous? Oui, oui, sans problème. Vous le saurez. Monsieur le maire? Oui. Alors, félicitations d'avoir fait le compte rendu. Vous êtes le seul qui avait pris connaissance de ça. Là, on va y avoir, M. Charette. Vous avez demandé en séance publique à plusieurs reprises. Deuxième des choses, le 348 000 de salaire, M. le maire, ça provient de où? Ben, c'est les salaires qui ont été maintenus pour lesquels on n'a pas demandé de prestation de travail, conformément à l'entente que nous avons signée avec le syndicat pour lesquels vous êtes au courant. Je veux poser une autre question. Dans l'enveloppe budgétaire, au niveau salarial, est-ce que les salaires sont compris durant l'année? Oui. Bon, donc, pas un surplus. C'est une dépense. C'est une dépense qui était prévue au budget. supplémentaire. Ça, c'est la première affaire. La première remarque que vous avez faite, c'est que le 348 000 qui était prévu au budget 2020. Ça, c'est. Suite aux autres informations que vous avez données, M. le maire, à maintes reprises, on vous a demandé d'avoir un plan complet à vous, aux directions générales ainsi qu'à la comptabilité. Voulez-vous me dire comment ça se fait que ce soir, vous nous sortez ça? Parce que ça avait été demandé et qu'on avait dit qu'on reviendrait avec ça lorsqu'on aurait été capable de concilier l'ensemble des dépenses. Ma dernière question, celle-là va être assez importante. Vous avez voté à l'effet, moi je n'ai pas voté pour ça, d'avoir pris ces argents-là et les mettre au budget 2021. OK? Comment ça se fait que ce soir, vous me dites qu'en l'année 2020, donc si vous étiez conscient de ces chiffres-là, comment ça se fait que vous avez demandé à ce que ces argents-là soient donnés en 2021? Parce qu'au moment où nous avons fait le budget, M. Savard, vous vous souvenez très bien qu'on avait un déficit d'exploitation de l'ordre de 2,5 millions, pour lequel il fallait encore une fois escompter des ventes d'actifs. Et afin de mettre moins de pression sur les ventes d'actifs, parce qu'on ne les savait pas à ce moment-là, on avait décidé au mois de novembre de faire en sorte que la subvention soit appliquée au budget 2021. Selon les informations que nous avions, que nous pouvions faire aussi. J'ai une autre question, M. le maire. Envoyez fort. Selon les renseignements qu'on a eus en prévision budgétaire, il y avait 6,6 millions certains de terrains vendus au 31 décembre 2020 qui étaient payables en 2021. 6,6 millions. C'est exact? Non, c'était des promesses de vente pour lesquelles on espérait être capable de les conclure, mais lorsque nous avons adopté le budget, c'était encore fictif. Donc, j'ai fait une vidéo, M. le maire, en janvier avec des chiffres fictifs, vous me dites. J'ai mentionné qu'il était pour avoir 16 millions, 16 millions d'être déposés à la fin avril, de janvier à fin avril. Est-ce que c'est vrai que vous m'avez mentionné que vous vouliez m'exclure des comités pléniers lorsque j'ai fait ces déclarations-là en conférence vidéo? Oui,
Donc, les chiffres qui ont été sortis de vente de terrain à 16 millions, est-ce que c'est vrai que ces gens-là ont été déposés en 2021? Effectivement. Point à la ligne. Alors, je vais me permettre de compléter à ce moment-là, mon cher M. Savard, parce que on n'était que sur des promesses de vente. Donc, moi, tant et aussi longtemps, et c'est comme ça que j'ai administré depuis 4 ans, tant et aussi longtemps que les actes ne sont pas notariés, que les chèques ne sont pas encaissés, c'est bien de valeur, mais on ne peut pas y compter. Il y a quelqu'un qui a fait ça avant, puis on sait où ce que ça nous a mené. On peut Donc- calmer le ton quand même. On peut juste parler calmement, OK? On peut juste ramener le ton plus bas, c'est tout. Continue. Quand je m'adresserai à vous, vous pourrez me répondre. Alors, je vais continuer avec mes convictions et répondre tout simplement à M. Savard. Donc, c'est comme ça qu'on a fonctionné depuis 4 ans et c'est comme ça qu'on réussit à s'en sortir. Monsieur le maire, ça va être la dernière intervention, là, on n'en fera pas un procès, on s'en va en élection. Êtes-vous d'accord de dire qu'en 2021, on va finir, en 2020, on a fini avec un surplus budgétaire de 3 millions, c'est ça qui a été dit, par la vérificatrice générale? Oui. Êtes-vous d'accord à dire qu'en 2021, on va avoir un surplus budgétaire, M. le maire? Oui. Comment se fait, vous pouvez me dire ça quand ce n'est pas encore réalisé? Ben, c'est parce qu'on suit les chiffres. Si vous avez. Non, vous venez de me dire que les terrains n'étaient pas encore notariés, puis là, vous me dites que oui, on va avoir un surplus budgétaire. Moi, on va vous confirmer. Essayez pas de me faire dire des choses que je n'ai pas dit. J'ai dit au moment où on a adopté le budget, ces actes notariés-là n'étaient pas faits et les chèques n'étaient pas déposés. Donc, en 2021, je vais vous confirmer qu'on va avoir un surplus budgétaire, M. le maire. Pendant ce maintien, tout à fait. Merci beaucoup, M. le maire. Et c'est ce qui était provisionné pour le prêt qui n'avait pas été remboursé conformément au règlement. Prescrit par la loi. D'un montant de combien, M. le maire? Un montant de 7 millions de dollars. 6,5 exactement millions de dollars. Puis le parc industriel va avoir 50% de remboursé dans 5 ans. Ouais, puis dans 25 ans, on va être remboursé au complet aussi. Alors, nous y allons maintenant avec les informations concernant les élections municipales. Donc, Maître Locaux vous laisse aller avec les différentes dates. Oui, c'est ça. Donc, en fait, pour commencer, je voulais dire merci à toutes les personnes qui ont... Pouvez-vous parler plus fort, s'il vous plaît? Oui. Là, vous m'entendez, monsieur? Parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, d'abord, pour commencer, par rapport au recrutement du personnel électoral, on a reçu beaucoup de candidatures. Donc, merci à toutes les personnes qui sont manifestées. Donc, on a passé pas mal d'appels les 2 dernières semaines. Donc, au niveau du recrutement, c'est finalisé. Ensuite, au niveau de la liste électorale, je reçois des appels de personnes qui me demandent si elles sont sur la liste électorale. Je ne l'ai pas encore, juste pour votre information. Nous la recevrons très très bientôt, mais en même temps je dis même parce que bon, si tout le monde m'appelle pour avoir si tout ça son nom est sur la liste électorale, sachez que je n'ai pas forcément l'information. Donc, à partir de vendredi, donc dans 3 jours, c'est la période de dépôt des candidatures, donc officiellement la campagne électorale elle commence. Donc ça va durer 15 jours, donc du 17 septembre au 1er octobre 2021. Donc, les formulaires de déclaration de candidature, comme je l'ai dit le mois dernier, sont déjà sur le site internet. Donc, juste télécharger, l'imprimer, le remplir et l'apporter pendant cette période. Donc, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi par téléphone. Ça va être beaucoup plus simple que si vous vous présentez à l'hôtel de Gilles. Et aussi, pour les candidats, en fait, sachez qu'on a mis pas mal de documents à votre disposition sur le site internet dans la partie élection municipale, donc 2021. Devenir candidat. Donc, on a mis le guide qui était préparé par le ministère spécialement pour vous, les candidats, qui est super bien rédigé, bien monté, et également le guide qui était préparé en fait par Élections Québec. Donc, toutes ces informations en fait sont sur le site internet. Ensuite, je voulais revenir sur les dates clés avec vous pour les prochaines élections. Donc, je reçois en fait la liste électorale, sûrement d'ici la fin de la semaine prochaine. On va la monter, on va la diviser en sections de vote. À partir de la semaine du 4 octobre, on va commencer à envoyer les avis d'inscription. Donc, c'est pour ça que je vous dis de ne pas m'appeler tout de suite pour savoir si vous êtes sur la liste électorale, parce que les avis d'inscription, vous les recevrez à partir de la semaine du 4 octobre. Donc, jusqu'au plus tard, peut-être mi-octobre. Donc, si vous ne recevez pas les avis d'inscription, venez nous voir pendant la commission de révision qui aura lieu entre le samedi 16 octobre et le 26 octobre. Donc, pour certaines personnes qui sont éligibles,
vous pouvez voter par correspondance. Sur les personnes qui ont 70 ans et plus, je ne regrette pas Mme Lefebvre, mais bon, toutes les personnes de 70 ans et plus ont le droit, grâce à une résolution qui est adoptée par le conseil municipal, de voter par correspondance. Donc j'ai mis le formulaire sur le site internet, vous pouvez remplir, m'envoyer, ou juste m'appeler, parce que la demande de vote par correspondance peut être par écrit ou verbal également. Donc également pour les personnes qui sont dans certains centres, pour personnes âgées, et également les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, vous pouvez voter par correspondance, ou si vous êtes en plein contact, que vous devez vous isoler, bon, sous certaines conditions, vous pouvez également voter par correspondance cette année exceptionnellement. Donc comme je le disais, donc, il y aura les séances de la commission de révision, donc plusieurs séances ont été prévues pour vous, en fait avec des plages assez étendues. Donc on va communiquer avec vous prochainement concernant les dates exactes, donc tout sera ici à la salle du conseil de l'hôtel de ville. Et enfin pour terminer, sachez que donc, vous allez recevoir en fait vos avis d'inscription, donc la semaine du 4. Donc ça va être, cette année, ça va être nouveau, c'est des avis assez cartonnés, donc vous ne pouvez pas les faire, vous mettez juste sur votre frigo. Et donc également, juste pour que vous n'oubliez pas, on va vous envoyer des cartes de rappel. Donc ça va être juste quelques jours avant le vote par anticipation, donc la semaine au plus tard le midi 28, vous aurez une carte de rappel. Et sachez que cette année, exceptionnellement, il y aura 2 jours de vote par anticipation. Donc le 30, le samedi 30 et le dimanche 31. Je sais qu'il y a Halloween dans tout ça, mais sachez que ne vous précipitez pas toutes venir voter le dimanche 7 novembre. Sachez que vous avez 3 jours pour voter, le 30, le 31 et le 7 novembre. Donc, sinon, vous aurez une brochure explicative d'ici la fin du mois qui reprend en fait tout ce que je vous ai dit ce soir et qui vous explique en fait comment on s'est déroulé les élections. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Vous avez toutes les instructions pour que le tout se déroule rondement. Jusqu'au second. Alors, j'y vais avec la période de questions. Donc, dans un premier temps, nous avons reçu des questions par écrit. Donc, la première vient de M. Michel Monti de la rue Dunant, qui dit concernant les inondations du sol dans le partisseur l'hiver dernier. Ma question est: que s'est-il passé là, ce pas act of good, ce quoi la responsabilité de la ville. Alors, vous dire qu'il y a eu 8 dossiers de réclamation dans ce dossier-là, et il y en a 4 qui sont toujours en cours, donc étant donné cette notion-là, évidemment, je n'irai pas plus loin dans la notion de ce qui en est au niveau de la responsabilité de la ville ou pas. Donc, on va laisser les dossiers suivre leur cours. Il en reste 4 sur eux. Tu as fait une sous-question, on appelle ça une deuxième question. Donc, concernant la Domtar, pourquoi êtes-vous pas en cours, taxe impayée ou pas encore? Merci à l'avance. Donc, au niveau de la Domtar, la ville n'est pas preneur là-dedans. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une reprise de possession qui est là aussi devant les tribunaux. Donc, évidemment, nous ne donnerons pas d'autres détails à ce niveau-là. Nous allons laisser la justice suivre son cours. Ensuite de ça, une question de M. Maltais de la rue de la Gare. Bon, alors, il dit la vitesse tue sur notre rue, les coiffeurs n'ont rien changé, au contraire, les automobilistes vont encore plus vite. La solution s'en contredit des eaux d'âme pour régler le problème, c'est d'ailleurs ce qui avait été promis au début de l'été. Il y a eu beaucoup de plaintes de résidents de notre rue à ce sujet. Oui, sauf que les résultats que nous avons eus, M. Maltais, de la part de citoyens de votre rue, c'est que depuis que nous avons installé ça, justement, le comportement des automobilistes a changé parce que la rue est rétrécie par l'installation de pots de fleurs, d'immenses pots de fleurs, on ne parle pas de bouquets. Donc, c'est des obstacles qui ont été conçus par notre service des travaux publics pour rétrécir la voie, pour faire en sorte que les automobilistes ralentissent. Et je pourrais vous revenir éventuellement avec des résultats plus spécifiques parce qu'évidemment, nous avons des relevés qui sont en cours à ce sujet-là. Et ce qu'il y en est, c'est de ne pas installer des dos d'âne qui sont beaucoup plus problématiques qu'autre chose. Ce qu'on vise, c'est de trouver des moyens pour effectivement rendre les lieux sécuritaires. Et c'est ce qu'on a fait là, avec 2 projets pilotes sur la rue de la Gare et sur la rue des Tulipes pour être capable de
justement changer les comportements des automobilistes. C'est ce qui complète les questions que nous avions reçues par écrit. Donc, à vous, vous présenter au micro, nous indiquer votre nom, s'il vous plaît. André Charlebois. Juste un petit complément d'information. Un vélo sourire, actuellement, s'il se rendait à la phase de 6e année, c'est 1000 euros. Le premier volet et le plus important, il est plus petit, à date, c'est 455. Je vais vous dire ça tantôt. Ben là, c'est le citoyen du 56 celui qui va s'exprimer. En avant, chez moi, il y a un champ. Et on ne sait pas trop comment ça va être bâti. Quand on regarde ce qui s'est passé dans l'ensemble du secteur moi, secteur ouest, comme dirait mon cousin Melville, disons que c'est un peu inquiétant. Puis je regarde, puis j'ai beaucoup apprécié tantôt là, de refuser les cabanons en façade. Parce qu'on peut dire que ce contracteur-là, il pense à lui, mais je ne suis pas sûr qu'il pense à l'ensemble des citoyens, et à la beauté et à la qualité de vie à Beauharnois. Parce que moi, j'habite aussi, mon quartier, c'est sur, je suis au coin de Cardinal, d'Atelier et Éclusier. Et l'autre bord de la rue, dans l'ancienne mairie, là, probablement, je ne serais pas ici si j'avais acheté un terrain de l'autre bord de la rue, parce que ma femme m'avait déjà dit, on va. Parce qu'ils ont mis les 12 logements, avec la bâtisse à 30 pieds de la clôture, puis la galerie de 8 pieds de large par 20 pieds de long. Là, elle ça fait la différence, là. 30 moins 8, là. Fait que, donc, ils sont quasiment dans le cours de ces gens-là qui ont acheté une maison. Là, ça a deux incidences. Une incidence directe, c'est la qualité de la vie, là. Quand tu es assis dans ta cour et tu as 3 voisins, au moins 2 voisins qui peuvent te voir. Puis, pas cette année, parce que le marché, c'est un marché de vendeurs, là. Dans mon coin, ça se trouve. Je vais payer ça à peu près 200 000, puis il y en a qui ont vendu ça 350 000 et plus. C'est pas tout le temps comme ça. Mais un jour, ça va redevenir un marché d'acheteurs. Donc, ça a l'incidence, ça peut avoir une incidence négative sur la valeur de la maison. Donc, là, j'espère, en tout cas, là, il y a peut-être une réglementation qui existait, qui a permis que ça se produise. Ça va peut-être apporter bien des sous à voir moi, mais il y a quelqu'un là, dans la rue de la Coulée, il y avait une superbe maison, vraiment beau, là. Ben là, autour, qu'est-ce qui se passe? Il y a bien des véhicules avant chez lui. Ben, c'est pas si t'as plus de lui, il a vendu. Vraiment une belle maison. Mais eux autres, là, les blocs, là, ces blocs-là qui sont sur le boulevard, ben moi, j'ai marché une fois, là, quand c'était à moitié gelé. Je suis mentionné avec ça, monsieur le maire. Là, le mur était à 20 pieds de la clôture. Puis le monsieur avait une maison de 600 000 $. Donc, tout ce que j'aimerais, ma question, finalement, oui, en avant, là, est-ce qu'on va pouvoir savoir avant comment ça va être fait? Pour être capable de dire quelque chose plutôt que quand on le voit, c'est déjà fait. Puis il n'y a plus rien à faire. Ben, c'est pour ça qu'il y a des consultations qui se font dans le cadre du projet spécifique que vous parlez là, à l'ouest de la rue des Éclusiers. Ça va être ce qu'on appelle un plan d'aménagement d'ensemble qui va être développé. Donc, à partir du moment où il va y avoir des dépôts, il y a des consultations qui vont se faire et à suivre ça. Donc, mais c'est clair qu'on veut rendre ça harmonieux. Donc, il y a déjà l'unifamilial qui est là, l'unifamilial. Donc, c'est d'être capable d'y aider avec une croissance qui soit logique. Alors là, en fait, que chez nous, il y avait plein d'unifamiliales. Pourtant, ils sont rendus avec des galeries à 20 pieds de clôture. Oui, mais ça, ça n'a pas été fait dans un plan d'aménagement d'ensemble, c'était fait conformément au règlement d'urbanisme qui l'autorisait déjà. Je pense qu'à ce moment-là, ça n'aurait pas dû se faire. Il manque plus grand de respect pour les citoyens qui étaient déjà là. Ça, c'est sûr. Donc, en tout cas, une dernière chose, quand on parle de communication citoyenne, il faudrait que ça soit écrit en français. Parce que quand tu lis ça sur le journal, les maudites affaires qui t'écrivent, là, tu lis ça, puis tu comprends à peu près rien. Donc, quand vous avez commencé votre exposé tantôt, puis je vous demande pour vous, là, parce que c'est tout le temps comme ça, des peu de fois, on ne comprend pas grand-chose de ce qui est là. On voit bien, on entend les mots, on les comprend, mais on ne sait pas vraiment ce qu'ils veulent dire tout le temps. Ça, c'est un problème. Consulter le monde avec des textes que finalement, la moyenne des gens ne comprennent pas, ben, c'est pour ça qu'il n'y a peut-être pas tant de monde qui consulte, il y a peut-être pas assez de monde qui donne leur opinion avant que les choses se fassent. Là, je ne parle pas de mauvaise foi, des choses comme ça. Je sais que la loi est ainsi faite, là, mais peut-être qu'il doit y avoir des aménagements pour que le citoyen soit capable de comprendre facilement et clairement
ce qui s'en vient. Merci beaucoup. Merci, M. Charbon. Question. Un peu, non? Il y a des questions. Une question. Monsieur le maire, aussi automatiquement la direction générale, sur la 25e avenue, tout ce qui est la marina à Bleueville, il y a plusieurs citoyens qui m'ont mentionné ou qui ont entendu dire à l'effet qu'il était pour avoir un projet de 95 logements qui serait bâti dans le secteur où je suis conseiller. Je voudrais demander, M. le maire, si oui ou non, ou s'il y a des choses de fait à ce niveau-là, ou s'il y a un projet qui s'en vient ou non, ou si c'est juste une rumeur fondée ou pas fondée. Moi, je n'ai aucune information sur ce niveau-là. Vous parlez de la 25e avenue, à quel endroit? Ben, pour ce qui est long, là, pour ce qui est terrain vacant, aussi avec les 4 maisons, là, que vous connaissez des personnes qui sont propriétaires, en tout cas, je pense que vous avez dû m'entendre parler ou pas, de l'humeur. Et les 4 maisons seraient démolies et qu'il y aurait un projet de 95 logements qui s'en irait là, dans mon secteur. Je ne sais pas quoi. Vous n'êtes pas au courant, la direction générale non plus. Je ne peux pas répondre pour les autres. Je ne peux pas répondre pour le service d'urbanisme. Non. OK. Fait que, donc, on n'a Mais pas. ça se peut qu'il ait été déposé au service d'urbanisme. C'est pas parce que c'est déposé au service d'urbanisme que ça passe par mon bureau. OK. Ben là, nous autres, comme Ça, je ne suis pas au courant. est-ce que vous allez nous informer ou. Je peux m'informer, effectivement. Merci, M. le maire. Bonsoir. Est-ce qu'il y a eu des développements pour le projet de construction au coin de Saint-Laurent, Parc-les-Princes, etc.? Ça devait passer au CCU le 15 septembre. Je ne sais pas si ça passe à la Ça va être scène. demain. Ah, c'est Ah demain. oui, Demain. excusez, c'est demain. C'est Merci. demain dans la Merci, je sais. Merci. Je vais consulter mon calendrier. On va le savoir le 5 octobre alors. Oui. Est-ce qu'il y a une période de consultation pour ce projet-là? Pas nécessairement. Si le projet est conforme au règlement, il n'y a pas de consultation. OK. Est-ce qu'on peut aller au service d'urbanisme voir le projet après le 15 septembre? Non, le projet, tant qu'il n'y a pas de permis, à ma connaissance, les informations sont Confidentiel. ça se passe entre le promoteur et le service les services de l'occupation du territoire dans un premier temps. Mais s'il y a quelque chose qui n'est pas conforme à la réglementation, à ce moment-là, évidemment, ça va revenir ici au conseil. D'accord. D'autres questions? Alors, le proposeur en appuyant pour la levée de l'Assemblée, Mme Lajotte, puis pour M. Savard, tout le monde est d'accord? Merci beaucoup. La prochaine Assemblée sera le 5 octobre.